Mes photos, c'est essentiellement de l'affût, c'est-à-dire que ça m'arrive, des fois, clairement, je vais rester 20 heures au même endroit sans bouger, mais strictement sans bouger. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interviewe un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent, alors que ce soit dans une optique réellement professionnelle, dans le cadre d'une reconversion par exemple, ou juste pour, dans un premier temps, se payer son matos, arrondir ses fins de mois. Alors je lui pose des questions pour que vous puissiez prendre de son expérience, vous en inspirer et j'espère réaliser votre projet à votre tour. Cette semaine, j'accueille le photographe animalier et de nature Vincent Ranou. Vincent a d'abord un vécu de sportif de haut niveau, ce qui lui permet probablement d'avoir une approche psychologique de la photo assez impressionnante, tout comme il est capable de mettre tous les moyens possibles pour atteindre ses buts photographiques. Par exemple, attendre 20 heures sans bouger un orteil pour saisir un instant d'un millième de seconde, partir à 800 km de sa chère Bretagne pour relever un défi photo extrême, ou encore créer un livre photo de 100 de ses plus belles photographies prises au cours de plus de 600 sorties photos en 3 ans. Ce livre, justement, Connexion sauvage, est déjà en pré-vente à l'adresse que vous avez dans la description écrite de cet épisode. Vous l'avez compris, Vincent est un passionné de chez passionné et nous sommes très heureux d'admirer ses photos d'animaux sauvages. Vous pouvez retrouver directement dans la description du podcast les liens de son compte Instagram et de son site internet. Avant de vous laisser écouter l'interview avec Vincent, juste vous dire quelques secondes que si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast, et puis qu'il vous plaît, vous pouvez mettre une note, 5 étoiles de préférence et un commentaire sympa de préférence, même très court, car c'est le meilleur moyen pour soutenir l'émission. Merci à vous et bonne écoute. Bonjour Régis. Ça va ? Très bien, et toi ? Ouais, super. Bon, voilà, écoute, ça marche bien. C'est nickel. Écoute, je suis vraiment très content de te reparler, parce que voilà, je disais qu'on avait déjà fait une première interview ensemble, il y a peut-être 2 ans de ça, je sais peut-être t'es plus précis que moi sur les dates, je sais pas, tu t'en souviens exactement ? Ouais, 2 à 3 ans même, c'était... Ouais, 2 à 3 ans à peu près. Ouais, c'est ça, ouais. Depuis, forcément, de l'eau a coulé sous les ponts. Toi, tu as avancé dans tes projets. Donc, on va parler de tout ça et notamment de quelque chose que tu lances actuellement. Donc, qui est une actualité un petit peu chaude te concernant. Est-ce que tu peux prendre le temps, pendant quelques secondes, de te présenter, de dire, voilà, où tu es, ce que tu fais comme genre de photographie ? Ouais, avec plaisir. Donc, moi, du coup, je m'appelle Vincent Ranou. Donc, j'ai 26 ans, j'habite en Bretagne. Et j'ai fait énormément de sport dans ma jeunesse et suite à l'arrêt du sport, je me suis réorienté pour passer mon temps libre dans la nature pour faire de la photographie animalière et donc voilà un petit peu sur cette partie-là. Donc je suis photographe animalier, c'est une passion. Et je suis en même temps en parallèle responsable de production dans une usine de production. Donc voilà un petit peu, on fabrique des menuiseries et j'ai une seconde activité qui est la photographie animalière. Écoute, parfait. Écoute, ton pitch est vraiment bien, j'ai envie de dire bien rodé. C'est nickel, c'est très clair et on a toutes les informations. Effectivement, alors je sais pas à confirmer parce que ce que tu dis c'est évidemment vrai, mais tout à l'heure pour faire le teasing de notre interview, je suis allé chercher sur internet une photographie de toi. Donc j'ai tapé Vincent Ranou dans Google et il sort beaucoup plus de photographies de toi en tant que sportif que de photographies, de tes photographies d'animaux sauvages par exemple, quoi. Donc c'est effectivement une grosse partie de ta vie. Tu continues toujours à faire du sport de haut niveau ? Non, j'en fais beaucoup moins. On va dire que la photographie animalière a remplacé cette partie-là. Après, c'est sûr, c'est beaucoup moins physique, mais on va dire que psychologiquement, ça régénère beaucoup plus que le sport. On va dire ça comme ça. C'est ce que je vais te demander. Et je pense que tu vois, là maintenant, les souvenirs reviennent et c'est des questions que j'ai dû te poser aussi il y a 2-3 ans, comme quoi, tu vois, la mémoire fonctionne bien. Mais quand même, j'ai envie de te la reposer parce que peut-être que tu as une approche un peu différente maintenant aujourd'hui. Est-ce que, en quoi finalement, les sensations que te procure la photographie animalière et même au sens large la photographie normale, quoi, enfin classique on va dire, en quoi ces sensations-là remplacent les sensations de sport, parce qu'on le sait bien, le sport c'est quand même des moments de stress, et des moments de joie intense, tu vois, c'est quand même très très puissant, comme t'as des vraies décharges d'adrénaline. Moi qui suis aussi, alors moi maintenant, hein, mais qui était quand même aussi sportif et bon sportif, je sais ce que c'est que la joie de la victoire, que la déception de la défaite, enfin tous ces trucs là, quoi. Et est-ce que tu arrives à retrouver ces choses là dans la photographie?
En fait, on va dire que oui, le fond, on le retrouve, on va dire, à l'intégralité. Après, on va dire qu'il faut ranger son petit ego de côté, on va dire ça comme ça. Et puis, clairement, on les retrouve parce que quand on fait du sport, généralement, et quand on y va à fond, bon, il y a l'esprit de compétiteur, bien sûr, qui est là, mais il y a aussi la notion de s'évader et puis, on va dire, couper de ces autres activités professionnelles ou voilà, s'évader, cette partie évasion qu'on retrouve aussi dans la partie photo. Donc finalement, le fond, on le retrouve totalement parce que on part d'un voilà, quand on est compétiteur, on cherche à évoluer. Donc la photo, c'est un petit peu ça. On apprend des choses, on évolue. Donc voilà, moi je m'y retrouve totalement. Après, c'est sûr, on est plus solitaire sur la partie photographie animalière, tandis que quand on est dans un monde, on va dire plutôt sportif, il y a quand même cet aspect communion et puis on va dire communication envers les autres. Donc voilà, on peut dire que c'est différent, mais dans le fond, on y retrouve quand même beaucoup de similitudes. Voilà, je te rejoins complètement. Est-ce que tu pourrais me dire une compétence que tu as acquise grâce au sport et qui te sert maintenant en tant que photographe? On va dire quand même la persévérance et puis se fixer des objectifs et puis on va dire revenir plus fort de ses erreurs, on va dire ça. Bah écoute, ouais, c'est excellent. J'aime bien cette façon de voir les choses. Mais tiens, allez, un peu plus concrètement, tu aurais un exemple justement, tiens, parce que tu dis revenir de ses erreurs. Oui, en sport, on arrive bien à comprendre. Je sais pas, voilà, une blessure par exemple, tu reviens encore plus fort, t'as la niaque. Dans la photo, pour toi, est-ce que tu aurais un exemple plus concret pour nous illustrer ça? Par exemple, je peux en citer quelques-uns. On peut c'est un petit peu, on va dire, je vais représenter les deux, c'est-à-dire que par exemple dans le vélo, dans le cyclisme, c'est comme s'il y avait une course et on passait toute la course dans le peloton et puis on gagnait la course au sprint dans les 10 dernières secondes finalement de la course qui a duré peut-être 3 heures. Et la photographie animalière, c'est un petit peu pareil. Des fois, on attend, on va dire pendant 5 heures et puis pendant 15 secondes, on va avoir le moment que l'on attend et finalement on va savourer autant en fait que voilà tous les 5 heures qu'on a passé et qu'on a attendu finalement sont concrétisés par les et récompensés plutôt ça par les 15 secondes on va dire à la fin quoi. Donc ne jamais abandonner, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, quand alors j'ai des cours en photographie, des cours en vidéo, et puis j'ai écrit des articles également. Et puis je m'en souviens avoir écrit un article où je disais que finalement, si un photographe, et particulièrement nature et animalier, mais je pense que c'est valable pour n'importe quel type de photographie, ne se contente de comment dire de photographier uniquement quand tu as la scène devant toi, finalement tu photographies très très peu et tu prends le risque de ne pas assez photographier, donc de pas assez t'entraîner, tu vois. Est-ce que, alors que le sport, ça paraît logique, ceux qui ont fait du sport savent bien ça, et même ceux qui ont fait de la musique savent également ça. C'est-à-dire que avant de faire le concert, avant de faire le match du samedi ou du week-end, eh bien toute la semaine, ou en tout cas une bonne partie de la semaine, tu vas t'entraîner. Je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures. En photographie, c'est quelque chose que je trouve qui est pas du tout, qui est pas dans la culture, et on pense pas à s'entraîner. Est-ce que toi tu aurais, est-ce que justement, tiens, ce serait quoi pour toi ton entraînement en photographie, tu vois, pour être bon le jour J ou la scène S, j'ai envie de dire. En fait, moi, je pense qu'il y a, on va dire, je pense qu'il y a un entraînement malgré tout. C'est-à-dire que moi, quand je fais, par exemple, 2 mois sans photo, ce qui peut m'arriver à certains moments, on perd des automatismes quand même. C'est-à-dire que au niveau des réglages, en fait, en gros, pour faire assez simple, quand on est vraiment habitué à la photo et à son matériel, les réglages, on les connaît dans la tête avant de les faire. Donc, c'est un automatisme, on va dire. Et quand on fait à peu près voilà 2-3 mois sans photo, automatiquement ces réglages-là on les perd dans la tête. Et ce qui veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, des fois on attend pendant 5 heures un sujet et on a 15 secondes de réactivité. Et si on a malheureusement on perd 2 à 3 secondes déjà pour les réglages, on perd des moments et puis on peut perdre des beaux instants, on va dire, surtout enfin voilà pour la photo. Donc voilà. Après pour les entraînements, on va dire que faut on va dire faut se contrôler et puis rester calme et puis prendre l'habitude à prendre toutes les choses on va dire dans le positif pour relativiser au maximum. Moi je dirais ça, moi je relativise beaucoup en fait, et plus je relativise moins je pars en panique et moins je stresse et plus j'arrive à me contrôler. Et voilà, moins on stresse à la photo, plus c'est simple parce qu'automatiquement on est beaucoup plus à l'aise. Donc il y a une partie contrôle de soi, je trouve,
qu'on peut progresser sans faire de la photo finalement. C'est plus, on va dire, de la partie psychologie. Finalement, tu vois, c'est intéressant de faire ce parallèle qu'on fait depuis le début entre le sport même pas forcément de haut niveau, mais le sport et la photographie. C'est le self-control, gérer les moments chauds. Et c'est vrai, tu as clairement raison. Dans le développement personnel, tu as une partie contrôle de soi et l'aspect de se dire, et c'est pas juste de se le dire, c'est vraiment de le comprendre et de le vivre réellement, de l'intégrer, j'ai envie de dire cellulairement, tu vois. C'est de se dire c'est que de la photographie. C'est pas grave finalement, c'est qu'une photo en fait. Et quand on arrive vraiment à avoir cet état d'esprit, à avoir du détachement, tout en restant passionné, hein, évidemment, c'est quelque chose qui peut vraiment aider à gérer ces moments. Mais n'importe quel type de photographie, là on est dans l'animalier parce que c'est ce qu'on connaît bien, toi et moi, mais j'imagine que voilà, le photographe de mariage, quand les époux se passent la plaque au doigt, c'est un peu comme quand nous, le renard, il apparaît et qu'il va rester 15 secondes, tu vois, on est dans le même état d'esprit. Et donc là, oui, il faut pas se louper, c'est vrai que le contrôle de soi, et il y a plein de techniques, hein, il y a la méditation, moi je pense à ça, mais il y a peut-être d'autres choses auxquelles je pense pas. Le sport peut vraiment aider, effectivement, à gérer ces moments particuliers. Si on revient à ta pratique, alors donc voilà, tu es en Bretagne, photographie d'animaux sauvages dans ta région. Et tu fais des magnifiques photos. Moi, j'invite vraiment les gens qui vont écouter cette interview, là maintenant, et qu'ils le feront après, à aller voir ton compte. Donc c'est Anne, A-N, très bas, A-R, donc A-R c'est A-E-R, et puis on te trouve tout de suite en fait. Et tes photographies sont vraiment... Moi j'adore ce que tu fais, je te l'avais déjà dit, mais je le répète. Mais tu as fait une escapade, tu as fait une espèce de break, alors pas un break photo, mais un break animalier on va dire. Tu es allé à Biarritz pendant un certain temps, et tu as photographié des surfeurs. Je voudrais juste que... j'aurais aimé que tu me dises en quoi... Cette aventure photographique, parce qu'on peut l'appeler comme ça à mon avis, ça t'a nourri et ça t'a permis de changer maintenant dans ton approche de la photographie animalière de maintenant. En fait, ça permet, là c'était une expérience que j'avais envie de tenter et puis c'était, on va dire, une opportunité pour moi. Donc en fait, je suis parti en effet, on va dire, plusieurs mois à Biarritz pour faire de la photographie, on va dire, plus basée surf, bord de mer, où c'était une superbe expérience parce que du coup, j'étais, on va dire... j'avais envie de changer de style de photo un peu pour regarder et comme j'étais pas du tout à l'aise avec l'eau, je me suis dit c'est le moment d'essayer et de se fixer de nouveaux objectifs. Donc à partir de là, j'avais pour faire simple envie de me fixer de nouveaux objectifs et puis d'essayer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'aller vers l'inconnu avec une pratique de la photo que je maîtrisais à peu près. Donc j'avais peur de l'eau un petit peu quand même. Et donc voilà, j'ai fait pas mal de photos, on va dire dans l'eau. C'est-à-dire que j'étais avec mon appareil photo dans l'eau sur des vagues de 2 à 3 mètres grand maximum, et ce qui est déjà très impressionnant et assez dangereux. Surtout, j'ai envie de te dire, surtout quand tu es plutôt passif. Alors tu étais actif dans le sens photographique, mais bien sûr, tu n'étais pas actif au sens du sport, du surf. Donc tu subissais un peu aussi les vagues. Donc quelque part, c'est encore plus impressionnant, j'imagine. C'est ça, et ça mettait du coup un enjeu supplémentaire parce que il y avait, on va dire, cet aspect dangerosité qui était là aussi. Donc voilà, j'ai fait ça, on va dire, pendant plusieurs mois à Biarritz. Et après, on va dire que souvent on dit que l'herbe est plus verte ailleurs, donc j'avais envie de voir ça aussi. Et malgré tout, voilà, il y a l'envie de la Bretagne et voilà, toute ma famille qui est quand même sur le secteur de la Bretagne qui est en Bretagne. Donc voilà, j'ai fait plusieurs mois et puis malgré tout, voilà, j'avais tout pour réussir. J'avais tout était très bien, mais voilà, la Bretagne m'a rappelé. Donc je suis revenu en Bretagne et puis après voilà, j'ai repris mon emploi, on va dire principal sur l'aspect management et je fais toujours du coup de la photographie et avec un point de vue différent, on va dire, moins dans la précipitation, avec on va dire moins d'ego, plus de moins de photos, on va dire, mais beaucoup plus posé avec plus, on va dire, un projet en place derrière. Avant, c'était un petit peu, je prends en photo ce qui me semble le mieux pour moi et puis j'ai pas vraiment de cible tracée. Aujourd'hui, on va dire que j'ai un peu plus posé les choses, comme j'ai mon emploi principal et j'ai un petit peu moins de temps à consacrer à la photo.
Ouais, donc oui, on se sent plus posé effectivement, plus réfléchi. Bon, et puis après, bien sûr, hein, t'es passé de 23, 24 à 26 ans, donc ça compte également. Et non, ouais, tout ça mis bout à bout fait que ton approche maintenant est différente. Voilà, on va venir sur ton actu du moment, sur ton projet. Juste avant ça, encore continuer à parler photo parce que c'est quand même le cœur aussi des interviews. Allez, un point matériel, tu photographies avec quoi en ce moment? Moi, j'ai toujours, donc je suis on va dire un Canon de base, donc j'ai toujours chez Canon. Après, je suis en objectif Sigma, donc après voilà, après sur l'aspect matériel, moi je suis sur du 500 f4 chez Canon, enfin chez Sigma avec un boîtier Canon. Après, j'ai envie de dire, c'est vraiment pas le matériel qui fait, on va dire, la photo. C'est sûr, ça contribue, mais on va dire l'aspect matériel, c'est surtout dans la tête. On va dire ça, c'est un petit peu comme un vélo finalement. C'est-à-dire qu'on peut toujours avoir un vélo carbone, mais c'est pas parce qu'on a un vélo que ça avance tout seul. Donc voilà, je suis chez Canon et puis voilà. Mais après, il y a d'autres marques. Hein, il y a Sony, il y a Nikon, il y a vraiment beaucoup de marques. Et puis voilà, toutes les marques ont leur avantage. Donc tu as un réflexe. Allez, allons un petit peu sur le. Alors c'est pas vraiment un débat parce que maintenant je pense qu'il y a plus de débat. On connaît quand même très très bien réflexe évidemment depuis le temps, mais aussi les hybrides maintenant ils ont quand même fait bien leur place. Est-ce que c'est pour toi une technologie qui t'attire par rapport, je sais pas, au silence, par rapport aux performances par exemple, ou non, ou comme tu l'as dit, voilà, le matos pour toi ça te met, c'est un petit peu derrière, j'ai envie de te dire. Et voilà, comment tu gères cet appel de l'hybride dans ton cas particulier? Bah, moi, ça me tente énormément. Après, aujourd'hui, en fait, je suis vraiment, j'ai toujours connu le réflexe, je suis toujours sur du réflexe. Après, je sais que voilà, l'évolution et les développements des différentes marques font en sorte que le public va aller de plus en plus sur ce genre d'appareil. Ce qui est pour moi en animalier quand même un gros avantage parce que d'un point de vue silence et déclenchement, c'est quand même, il y a aucune différence. Sur un réflexe aujourd'hui, il y a des modes silencieux, mais c'est très peu développé, on va dire. C'est qu'il y en a un, mais il n'a pas été au bout de la démarche. Euh, et voilà, sur ces nouveaux développements qui sont faits, c'est clair que, on va dire, pour le respect de la photo animalière et le respect des animaux, c'est sûr, c'est un gros avantage et l'avenir est basé quand même là-dessus, quoi. Ouais, donc c'est quelque chose que tu envisages aussi de passer sur l'hybride. Le 500 f4, c'est un objectif qui pour toi est indispensable dans l'animalier. Oui, ce rapprochement optique là, c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi. Bah, en fait, ça dépend ce que l'on veut transmettre. C'est-à-dire que ça dépend de notre façon de communiquer avec la photo. C'est-à-dire que moi, je suis persuadé qu'un photographe animalier, même avec un 70-200 f2.8, voilà, peut faire un excellent travail. En fait, ça dépend toujours ce que l'on veut et l'objectif qu'on se donne. Euh, Ça dépend vraiment de notre façon de communiquer. C'est-à-dire que moi, j'aime bien le 500 f4 parce que voilà, j'aime bien la proximité et puis être au plus proche des animaux sans les effrayer. Euh, mais je sais très bien qu'une personne avec un 200 f2.8 rend autant de bonheur aux gens en regardant les photos. Euh, Après, c'est une question de ce qu'on veut transmettre, en fait. Là, tu viens de dire, je trouve une phrase importante, c'est tu l'as dit de manière un peu détachée, alors que je sais que tu la penses réellement, mais elle est importante, c'est donner du bonheur aux gens à travers les photographies. C'est vraiment quelque chose qui t'anime particulièrement, ça, donner vraiment du bonheur aux gens qui verront tes photos après. Ben, en fait, il y a quelques années, quand j'ai commencé la photo, ça, j'y pensais pas du tout. J'y pensais plus pour un intérêt, on va dire, personnel et la satisfaction personnelle. Mais aujourd'hui, ce que moi j'aime bien faire, c'est vraiment donner du sens aux photos et trouver on va dire, la composition qui arrive à faire transporter les gens, on va dire, dans mon monde. Donc ça, c'est mon objectif aujourd'hui principal, c'est-à-dire que moi aujourd'hui faire de la photo pour moi je la fais aussi moi dans un premier la photo pour moi clairement je la fais pas spécialement pour moi. Moi quand je vais dans la nature aujourd'hui c'est vraiment pour prendre du plaisir personnellement seul. Euh, et j'ai mon appareil photo qui est on va dire mon instrument pour pouvoir communiquer et partager les moments que j'ai pu passer en forêt, quoi. Ouais. Et comment alors ça c'est la vraie question. Je sais même pas si c'est une réponse, mais comment toi
t'arrives concrètement, tu vois, à mettre en forme l'émotion que tu ressens, parce que voilà, c'est un peu le grand truc du photographe. Je ressens une émotion et je veux la faire transmettre dans mes photographies, et que ceux qui voient mes photos après ressentent quelque part la même émotion, en tout cas une émotion que moi j'ai vécue. Après, dans les faits, est-ce que toi, t'as trouvé je sais pas, t'as des astuces, une solution? Est-ce que t'as un processus quelque part qui te permet d'arriver à faire ça? Bah, en fait, je pars du principe que déjà, moi, depuis maintenant, on va dire 1 an et demi, 2 ans, mes photos, c'est essentiellement de l'affût. C'est-à-dire que ça m'arrive, hein, des fois, clairement, je vais rester 20 heures au même endroit sans bouger, mais strictement sans bouger. 20 heures? 20 heures? Oui, ça m'arrive, hein, ça m'arrive clairement. Après, c'est du combat psychologique, on va dire, mais quand on est bien dans un élément et quand on se sent, on va dire, en paix, sans dérangement et on croit à ce que l'on fait et on est sûr de soi, très clairement, on pourrait rester attendre très très longtemps au même endroit. Euh, Moi, c'est ce que j'adore en fait, c'est rester. Je l'ai fait d'ailleurs le week-end dernier, on en parlera après, mais euh, je suis resté, pour faire très simple. Donc on a fait un reportage photo la semaine dernière en vidéo avec des vidéastes pour faire assez simple. Et on a choisi un endroit qui me paraissait vraiment sublime. Euh, et du coup, j'ai dit aux vidéastes, vous inquiétez pas, pour les vidéos d'animaux, je m'en occupe, j'en prendrai à cet endroit-là. Et du coup, je suis resté 15 heures au même endroit sans bouger pour faire mes vidéos correspondant à la vidéo qu'on sortira là dans une semaine maintenant. Mais voilà, je pense que c'est une question de volonté, de croire en soi. Et bien sûr, après, il faut pas aller la tête baissée dans des choses. Mais moi, je pourrais attendre au même endroit si l'ambiance et l'environnement me plaît et je me sens surtout en tranquillité. C'est-à-dire que je ne pourrais pas. Voilà, moi, il me faut vraiment du sauvage. Euh, donc voilà, c'est une question de confiance en soi. Pour moi, c'est vraiment essentiel. Ah, je trouve ça génial, et c'est valable pour plein de choses. Tu sais, en fait, ce que tu dis là, ça me fait penser à une image que j'ai vu passer, que j'ai même partagée d'ailleurs, je crois, sur mon canal Telegram. C'est en fait, en gros là, c'est dans le monde d'entrepreneuriat, mais ce que tu viens de dire, c'est valable exactement pour le monde de la photographie, et particulièrement pour la photographie où ça demande de la patience. C'est voilà, tu as deux personnes qui creusent. En fait, tu vois une image, tu sais, en coupe. Et donc tu vois, elles sont sur le sol, sur l'herbe, et tu vois la coupe de la terre. Donc tu vois le sous-sol finalement. Et toi qui as un trésor qui est assez profond, tu vois où il est le trésor. Hein. Enfin c'est un trésor, je sais pas, oui c'est un trésor, on va dire ça comme ça. Et donc tu as une personne qui va creuser, et une autre à côté qui va aussi creuser. La deuxième personne, au bout de, je sais pas, tu vois, bon, on n'arrive pas à peu près à voir l'échelle, mais genre au bout d'1 mètre, elle arrête parce qu'elle a rien trouvé, et donc elle passe à côté. Tu vois, elle va creuser 1 mètre plus loin. La première personne, elle continue à creuser, encore et encore et encore. La deuxième, bon, elle a fait son deuxième trou, au bout d'1 m 50, elle a toujours rien trouvé, elle arrête et elle continue à un troisième trou, et elle recommence, tu vois, en se disant, c'était pas là, donc je vais ailleurs. Et la première, elle continue. Et puis en fait, au final, vous imaginez la fin, c'est que la personne qui a continué à creuser, en gros, qui a été persévérante, eh bien, elle arrive à trouver le trésor. Celle qui n'a pas été persévérante et qui a à chaque fois changé d'endroit, forcément, elle ne trouve rien, et on peut même presque dire quelque part qu'elle a perdu son temps, tu vois. Voilà, donc je trouve que ça me fait penser à ce que tu viens de dire, c'est un petit peu ça, tu vois, ce côté persévérance, confiance en soi, mais surtout, on creuse parce que voilà, on a un but, et toi tu as un but quand tu es dans l'affût à attendre 20 heures. Oui, oui, c'est sûr. Enfin, on a déjà, moi, ma priorité, c'est comme on va dire la semaine. Voilà, j'ai mon emploi principal et voilà. C'est surtout de chercher de la tranquillité. On va dire que moi, je suis quand même extraverti. On va dire, je suis vraiment dans mon boulot. Voilà, c'est vraiment du social, communiquer, faire en sorte que les gens travaillent dans les meilleures conditions possibles et soient heureux au travail. Et à partir de là, moi, la photo, c'est vraiment mon côté introverti où là. Faut que je me sente seul, on va dire, dans un endroit sauvage. Donc, voilà, clairement, si je vois une personne ou n'importe quoi, on va dire, qui est humain ou un matériel humain dans les parages, je vais changer strictement tout de suite d'endroit, quoi. Ouais, c'est ta bulle personnelle, voilà, où t'es bien dedans et tu t'y sens très très bien, mais ça je comprends parfaitement. Allez, bien, on vient à ton projet, tu as commencé à en parler. Écoute, voilà, en gros, en ce moment, c'est quoi ton actu importante sur laquelle tu voulais échanger? Du coup, on va dire les événements Covid font que
et ben il y a des restrictions, il y a différentes choses qui ont été mises en place, et par rapport à ça, bon, beaucoup de gens, je pense, sont remis en question sur ce qu'ils faisaient actuellement, sur voilà leur mode de vie, etc. Et du coup, moi, sur la partie photo, donc là, j'ai quand même fait 4 ans, on va dire, de 4 à 5 ans de photographie animalière, où j'ai passé à peu près, on va dire, plus de, on va dire, 600 à 700 jours en forêt sur ces 4 années-là. Donc j'ai eu voilà l'envie de faire un livre pour illustrer un petit peu toutes les choses que j'ai pu voir, en racontant une histoire. Donc c'est vraiment donc je vais sortir un livre d'ici la fin d'année, donc d'ici le mois d'octobre, qui sera pas un gros livre, parce que je partais du principe qu'un livre ça doit être mobile et transportable assez rapidement. Donc ça va être un livre en format A5, sur à peu près un peu moins de 100 pages, avec voilà des illustrations, des photos, qui présentent un petit peu ce que j'ai pu, on va dire, parcourir sous différents angles de vue. Donc il y aura un tout type de photos, mais basé vraiment sur la nature et la faune sauvage. Alors, 600, 700 jours en forêt en 4 ans, ce qui est quand même, c'est vraiment énorme. D'ailleurs, juste une parenthèse, on n'a rien sans rien, hein. Évidemment, je veux dire, c'est cette fameuse phrase, je crois que de Robert Reinhardt, le naturaliste, que j'ai jamais lu d'ailleurs, suisse, qui avait dit un jour, il faut être patient jusqu'à fatiguer la chance. Donc, c'est exactement cette illustration-là, avec toi, ton exemple, hein. C'est plus tu passes de temps et plus tu as de chance. Alors, c'est pas de la chance, c'est de la réussite, en tout cas, de voir des animaux sauvages. Et j'ai plein de questions qui me viennent en tête. La première, ce serait pourquoi le format livre? Alors c'est pas une question piège, c'est juste parce que voilà, tu peux faire une expo, tu peux faire une vidéo, tu peux faire, je sais pas, tu peux communiquer différemment, faire des conférences, pourquoi pas, j'en sais rien. Pourquoi le format livre, c'est celui qui t'a paru le plus à même de partager justement ces photos que tu as faites? En fait, un livre, pour moi, ça a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que c'est un objectif personnel dans un premier temps. C'est-à-dire que si les livres là, c'est vraiment pas du tout pour une question d'argent. C'est-à-dire que je le fais vraiment pour on va dire une satisfaction personnelle. Et à partir de là, donc le but c'est de faire ce que j'ai envie de faire, et ce qui me plaît. Donc j'avais envie de me faire un livre avec, on va dire, un projet complet, c'est-à-dire une sortie d'un livre avec une communication dessus, une petite vidéo, une petite bande-annonce qui présente un petit peu le livre, enfin vraiment comme si c'était un projet, on va dire, c'est un projet sérieux mais de grande ampleur. J'ai envie de le faire pour des intérêts personnels et communiquer au maximum ce que j'ai pu vivre, on va dire, sur ces quatre différentes années, et partager au maximum, quoi. Donc ça fait quand même beaucoup de photos à trier, j'imagine. Ce travail-là qui doit être assez titanesque et puis assez comment dire, émotionnellement engageant, tu vois, forcément, parce que ce sont tes photographies. Pour chacune, tu as le moment, le lieu, tu as l'émotion qui revient. Comment tu vas t'y prendre pour sélectionner justement c'est un peu moins de 100 photos sur des milliers probablement. Comment toi tu abordes ça? Alors, je veux dire pas forcément techniquement avec Lightroom ou je sais pas quoi, c'est juste par rapport à à tes critères de choix, comment tu vas faire? En fait, là, le livre, clairement, je l'ai déjà terminé quasiment. Je suis vraiment au bout de la partie maquette. C'est très intéressant de faire un livre, c'est-à-dire que au début, on se dit, je vais prendre mes 100 plus belles photos que j'estime qui sont les plus belles. Et en vérité, en fait, un livre, c'est pas du tout 100 photos ou X photos magnifiques qui sont mis côte à côte. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme de la littérature, c'est-à-dire qu'il faut trouver du sens entre chaque image, c'est-à-dire que je vais pas mettre une image noire avec une image blanche côte à côte. Enfin, il y a vraiment un sens et une harmonie à trouver entre tout ça. Et c'est un vrai, on va dire, c'est un métier. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font ce métier-là, enfin voilà, il y a comme écrivain, c'est un métier qui existe et c'est pas pour rien parce qu'en réalité, on passe énormément de temps. J'ai à peu près fait, on va dire, une quinzaine de maquettes avant de pouvoir trouver la bonne histoire et le bon fil. Et c'est un vrai boulot. Donc en gros, j'avais à peu près, on va dire, 800 photos exploitables qui me parlaient, qui me donnaient, on va dire, des émotions, qui sont d'animaux ou de végétation ou de paysages. Et par rapport à ça, donc on essaye. Donc c'est-à-dire que une page, on va essayer, on va faire un puzzle. Moi, j'ai imprimé toutes mes photos, mes 800 photos, donc j'ai fait un peu de découpage, on va appeler ça comme ça. Moi, je suis vraiment à l'ancienne, on va dire. J'aurais pu le faire directement sur PC, mais je l'ai fait en mode terrain.
Et après, voilà, on va dire c'est une harmonisation. C'est-à-dire que, en fait, je peux t'imaginer avec 800 photos en petit format, là, en petit carré, posées par terre, et tu agences ça parce que tu as besoin tactilement de sentir les choses, tu as besoin de voir en vrai pour pouvoir mettre en forme. En fait, tu avais besoin d'extérioriser quelque part tes émotions en les voyant en vrai sur le terrain. Bah oui, sur le sol, quoi. C'est ça, c'est ça. Donc ouais, on est franchement sur PC, c'est assez compliqué de le faire parce qu'il faut vraiment bien visualiser les choses. Après, on va dire que c'est un métier, hein, c'est comme tout, hein. Donc on fait par rapport, on regarde quelles sont nos forces. Donc moi, je sais que mes forces, faut que j'ai quelque chose de réel devant moi. Il y a des personnes, ils sont abstraits, ils adorent l'abstrait. Donc là, par rapport à l'abstrait, je pense que c'est beaucoup plus simple sur PC. Mais moi, je suis vachement terrain, donc il faut que les choses soient dans mes mains pour que je comprenne et que mon cerveau réagisse par rapport à ça. Donc voilà, donc oui, j'ai tout découpé, j'ai tout mis à plat. Et après, on va dire, c'est un énorme casse-tête parce que des fois, on a 4-5 images qui vont bien et finalement, il y a un gros trou au milieu et on n'arrive jamais à trouver le lien suivant. Donc, on redémonte tout et puis on refait tout. Donc, c'est vraiment un casse-tête. Et par rapport à ça, et ben voilà, on avance et puis au bout du compte, finalement, on arrive à raconter une histoire, celle qu'on voulait. Mais le principe, on va dire la première chose, c'est de connaître ce que l'on veut transmettre. Et par rapport à ça, on garde ce fil conducteur-là et on décroche pas, quoi. On reste sur un axe prioritaire. Ouais, mais on retrouve finalement dans ton comportement, là en l'occurrence, cette espèce de ténacité que tu as, que tu as très bien décrit dans l'affût, dans ta pratique photo, mais aussi dans cette création de ton bouquin, beaucoup de tous les détails, et tu fais attention à tout, et surtout s'il faut refaire, tu refais, quoi. Ce sens du détail. Et je voulais te demander, oui. Est-ce que c'est un peu comme... alors moi, je l'ai jamais réellement fait, mais je sais que voilà, je me suis un peu quand même intéressé au sujet, mais ceux qui font des documentaires, par exemple, vidéo, tu vois, je sais pas, de 4-5 minutes, vont avoir un scénario, une trame, et ils se disent, ben voilà, j'ai besoin de tel ou tel plan, de tel ou tel rush, et donc, s'il leur manque ça, ben ils retournent en pleine nature pour pouvoir, ou en pleine nature, ou parce que j'ai en tête la nature, mais ça peut être n'importe quoi, hein, comme type de documentaire vidéo. Donc ils retournent sur un site pour avoir le plan qui leur manque, qui va servir leur scénario, qui va servir leur histoire. Est-ce que tu as eu aussi besoin de faire ça? Est-ce que tu as eu à un moment donné besoin de ressortir photographier pour compléter voilà, un trou dans ton scénario, dans ton histoire de livre? Ben oui, je l'ai fait à une reprise parce qu'en fait, j'avais tout ce qu'il me fallait et moi, je suis beaucoup dans l'imagination, dans la phase de méditation, on va dire. Et donc en gros, dans tout ce que je fais, je m'imagine avant. Donc c'est-à-dire que je crée dans ma tête et ensuite je fais. Et là, j'avais une place, donc il me manquait une page sur mon livre en plein milieu. Et du coup, je suis retourné sur le terrain. Je savais exactement la photo qu'il me fallait. Donc en fait, pour faire simple, il me fallait absolument une photo vue de dessus en drone avec une vue, on va dire des allées des animaux avec les terriers. Donc il me fallait ça parce que c'est quelque chose qui me représente beaucoup. Donc voilà, donc je savais exactement l'endroit qu'il me fallait avec les différents trous des terriers et les chemins qu'ils prennent en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'il me fallait absolument. Donc ouais, je suis retourné exclusivement pour ça sur le terrain pour retrouver cette photo là. J'ai envie de te taquiner un petit peu. Allez, une petite capture d'écran sur Google Maps en mode satellite, ça aurait peut-être pu suffire, non? Ouais, bah oui, mais non, ça marche pas, c'est dommage, c'est voilà. Et après, souvent, voilà, c'est pareil, il faut tomber sur la saison, faut tomber sur voilà, mais toutes les photos là qui vont être dans le livre m'appartiennent, donc ça c'est quand même quelque chose qui voilà, qui est très important pour moi. Et après, je le fais vraiment à 100% à ma charge, donc ça c'est quelque chose qui est important pour moi aussi, c'est-à-dire que voilà, financièrement et techniquement, etc. Je suis pratiquement autonome à 100%, et j'ai une amie qui va m'aider pour la partie, on va dire, texte, qui est, on va dire blogueuse, journaliste. Ouais. Ben justement, on va parler du côté financement parce que évidemment c'est un sujet très important. Mais ouais, juste avant ça, ben tu vois, tu as parlé du texte, donc tu vas mettre des textes juste avant d'aller un peu plus loin là-dessus.
qu'est-ce qui t'a, je sais pas, poussé ou qu'est-ce qui t'a donné envie à inclure des textes avec tes photographies? Parce qu'on a déjà vu des beaux livres photos sans aucun texte, et on en voit avec des textes. Toi, bah voilà, pourquoi tu as voulu, tu as fait ce choix-là éditorial, hein, de mettre des textes avec tes photographies? Bah, je voulais mettre un petit peu de texte pour donner du sens, parce que il y a certaines photos comme ça qui, euh, en fait, quand on est photographe et quand on a une vision, on va dire nature, je pense que certaines photos, il faut donner du texte pour que les gens arrivent à s'imprégner totalement de la photo. Euh, Par exemple, je sais pas, il y a une photo qui est un peu qui peut être un petit peu, on va dire, je sais pas, par exemple, là je l'ai pas mis dans mon livre, mais je sais que j'ai des photos où j'ai un renard, par exemple, qui a un fan dans sa bouche. Euh, on va dire que si on met une photo comme ça, on met pas de texte, clairement, ça peut être totalement, on va dire, dénaturé et puis se tromper totalement de sens. Donc j'estime que pour certaines images, il faut du texte pour essayer de donner plus de sens et puis intégrer les gens dans le chemin qu'on veut leur faire aller, quoi. Alors tiens, ça me fait penser à quelque chose. C'est vrai que c'est quelque part, oui, ça peut être important de donner du contexte pour faire mieux comprendre et mieux apprécier la photographie pour les gens qui n'étaient pas avec toi, évidemment, le moment de la prise de vue. En revanche, ça peut être aussi quelque part un peu piégeux. Je pense à des titres. Moi, je sais que quand j'ai fait une exposition et je m'étais, tu vois, par rapport au titre que je voulais mettre à mes photographies, eh bien, le titre va forcément orienter, tu vois, le spectateur. Si tu mets, je sais pas, un paysage d'automne, si tu mets un titre qui est orienté un peu tristesse, parce que c'est la fin, voilà, de la saison, de la sève qui descend, la petite mort finalement, tu vois. Mais tu peux aussi mettre un titre qui va être justement sur le renouveau, tu vois, le côté plus joyeux. Donc tu peux aussi orienter la pensée de la personne. Est-ce que toi, t'as pas peur de ça, peut-être d'enlever quelque part, ouais, un peu un côté imaginatif, perso de celui qui verra tes photos? Bah, moi, en fait, sur cette partie-là, le texte, il va être vraiment lié à on va dire, à de la façon de penser, à la façon de comment est-ce que je m'imagine les choses et comment je vois les choses. Donc, on va dire que ça va pas être du jugement, ça va être vraiment euh, des méthodes de réalisation, des façons de penser, voilà, des procédures, des choses que je me suis dites en tête on va dire, pour pouvoir avancer et faire en sorte que j'arrive on va dire, à positiver et puis à relativiser au maximum sur certaines situations, quoi. Donc, je vais pas du tout être finalement, le livre en lui-même, c'est vraiment euh, faire prendre du recul aux gens et montrer les choses différemment aux gens et faire en sorte que les gens comprennent un petit peu la façon de penser et après, j'impose rien, mais la façon de penser pour voilà, quand on a énormément de respect envers la nature et quand on donne, on va dire, euh, ce respect-là envers la nature, automatiquement, moi j'estime que la nature vous rend tôt ou tard les choses, ce qu'on peut appeler le hasard en fait pour moi. Bah oui, je comprends. Ouais. Moi, j'appelle ça l'univers, et c'est vrai que toutes les actions que tu peux faire ont une répercussion que tu maîtrises pas, qui arrive, voilà, sans trop savoir pourquoi. Et voilà, je suis assez d'accord avec ça, même complètement. Alors, en fait, c'est marrant parce que en fait, enfin non, il y a rien de drôle, mais tu vois, à force de t'écouter, et puis je l'avais aussi parce que je vois tes photographies, je vois tes textes également, mais et le sport t'a beaucoup aidé pour ça. Tu sembles être quelqu'un qui sait exactement, qui se connaît très très bien. Tu vois, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, tu sais tes forces, tes faiblesses, et donc c'est important quand tu es dans un projet comme ça de bien connaître dans quoi on est bon, dans quoi on est moins bon. Et pour toi, la partie texte, c'est quelque chose que tu maîtrises moins, que tu as moins envie d'aller chercher. C'est pour ça que tu fais appel en fait à une blogueuse ou quelqu'un qui sait a priori mieux écrire que toi. Voilà, qu'est-ce qui fait que tu allais chercher quelqu'un pour les textes? Bah, en fait, moi je considère que je m'entoure des gens que je souhaite, pour faire simple, c'est-à-dire que les gens qui sont dans mon entourage et voilà, moi je suis très transparent envers les gens, donc les personnes qui sont dans mon entourage sont des gens qui ont plutôt les mêmes valeurs que moi. Donc par rapport à ça, j'avais envie d'intégrer une ou deux personnes dans ce projet euh, pour voilà je sais quand on connaît, voilà, j'avais besoin d'une personne par exemple pour la partie plutôt littéraire, parce que j'estime que moi je suis pas littéraire, donc c'est pour ça que je veux pas mettre énormément de texte quand même. Je veux mettre des petits mots, voilà, des petites citations, des petites choses comme ça. Et par rapport à là, je voulais aller chercher des personnes de mon entourage et non pas aller chercher voilà, chercher des personnes, on va dire,
professionnels et réputés dans ce domaine pour faire en sorte que mon livre soit encore plus connu et voilà. Donc je suis resté dans mon entourage et par rapport à ça, voilà, quand on connaît le fond d'une personne, on n'a pas besoin de lui expliquer le projet pendant 3 journées complètes, on va dire. Quand on a juste une façon de parler et de s'exprimer avec les personnes autour de soi, ça a du sens et après on va dire que le texte il va découler tout seul par rapport à ça, quoi. Ouais, j'adore cette façon d'aborder les choses. Et est-ce que tu peux dire qui est cette personne ou c'est encore un petit peu secret? Voilà, tu gardes un petit peu le truc. C'est Jessie Cotino qui est une bonne amie à moi qui est sur Paris aujourd'hui. Donc voilà, qui a déjà commencé une grosse partie de la partie texte. Euh, donc il n'y en aura pas énormément, hein. Le livre il va être composé on va dire en trois parties principales, enfin, 4 parties principales. Il y aura une partie préface où là c'est plutôt une petite description brève de comment ont été prises les photos, dans quelles circonstances et par quels moyens. Et puis après il y aura différentes parties qui vont être vraiment que photos avec des tout petits textes, des petits mots par-ci par-là. Et puis voilà, on va dire ça comme ça. Donc il y aura peut-être voilà 15 mots en total dans le livre et puis 2-3 paragraphes. Ok, très bien. Bah écoute, j'ai forcément envie de voir le résultat et tu dis qu'il est pas très très loin. Qu'est-ce qui explique ce délai? Voilà, parce que la maquette, elle est quasiment finie. Tu arrives au bout de la conception quelque part. Et tu as dit tout à l'heure que ça sortirait au mois d'octobre. Là, on est au mois de avril, début avril. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un délai, un tel délai de plusieurs mois entre la fin de cette maquette-là, qui est quasiment prête, et la sortie réelle du livre? Bah, en fait, j'ai pas envie de me mettre de la pression dans un premier temps, c'est-à-dire que j'ai pas envie de promettre les choses aux gens alors que c'est pas atteignable. Donc, je me suis fixé un objectif, on va dire atteignable. Après, en vue des conditions actuelles, j'ai pas envie de précipiter les choses. C'est-à-dire que là, avec la situation un petit peu Covid et un petit peu délicate, je sais qu'au mois d'octobre, voilà, la situation sera un peu plus, on va dire, dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on pourra normalement sortir et puis il y aura pas trop de problématiques là-dessus. Donc c'est pour assurer les choses et ne pas faire les choses à moitié et pas regretter d'avoir, on va dire, fait un travail pendant 4 ans et puis finalement le bâcler, on va dire, pour 2 mois de décalage. Donc je l'ai mis en octobre volontairement par rapport à ça. Ensuite, j'aurai une grosse partie communication aussi que je vais faire sur les 3 prochains mois qui vont arriver. Donc c'est par rapport aussi à ça que j'ai décalé volontairement. Et j'estimais que voilà aussi le sortir au mois de juillet, ça avait pas trop d'intérêt, je trouvais, parce que les gens sont quand même surtout en vacances sur la partie juillet-août. Et j'estimais que voilà en septembre c'était la rentrée aussi, donc c'était un peu les gens auront la tête à autre chose. Et après par contre le mois d'octobre pour moi c'était un peu le bon mois. Donc voilà un petit peu là-dessus. Et ensuite j'aurai aussi une bande-annonce qui va sortir d'ici on va dire fin de semaine prochaine, je pense. On est en train de la finaliser actuellement, qui résumera en gros la préface du livre. C'est un peu ça le but. Tu vois, tu es en train de dire que finalement, il y a évidemment une grosse partie conception du livre, choix de photos, choix éditorial, voilà, la maquette, le choix du papier probablement, enfin voilà, tout ça, et c'est vraiment la création du bouquin. En revanche, quelque chose auquel on ne pense pas forcément quand on se lance là-dedans, c'est la promotion finalement. Et là, tu es en train de dire que tu vas consacrer une bonne partie de ton temps dans les prochains mois qui viennent à la promotion du bouquin. Donc concrètement, ça va être quoi? Tu l'as dit, un teasing vidéo, une bande-annonce vidéo. Est-ce que tu as prévu d'autres choses également pour promouvoir ton livre? Ben là, pour le moment, je suis en train de regarder un petit peu. J'ai contacté énormément de magazines pour faire cette promotion-là. Ensuite, je vais voir un petit peu comment je vais faire, mais je sais que j'irai aussi dans différentes librairies, dans différentes choses. Donc, j'aurai aussi peut-être différentes interviews aussi par rapport à ça. Le but, c'est vraiment pas, comme je le disais, c'est vraiment pas de me faire de l'argent. C'est vraiment de partager au maximum et puis faire, comprendre aux gens et puis partager au maximum l'expérience que j'ai pu avoir. Après, on va dire que le seul intérêt pour moi sur ce livre, c'est vraiment la partie reconnaissance des gens. Donc l'aspect humain, c'est vraiment pas du tout un aspect financier parce que sur un livre comme ça, sur des volumes pour être rentable, on va dire, il faudrait être sur des volumes à 2 000 à 3 000 exemplaires. Moi, je ferai jamais ce genre d'exemplaires-là parce que
c'est vraiment pas mon intérêt. Donc, je serai sur à peu près 300 exemplaires, on va dire. Et après, s'il y a lieu de faire une nouvelle version ou d'autres choses, on fera derrière si ça plaît. Mais c'est vraiment pas l'aspect économique, c'est vraiment l'aspect partage et donner de la valeur à ça aussi, quoi. Et tu vois, je reviens sur le côté, comment dire, promotion, je prends, alors c'est pas du tout la même masse de travail, mais je trouve que le parallèle est valable. C'est-à-dire qu'en gros, moi, quand j'écris un article sur mon blog, ou même d'ailleurs pour les podcasts en fait, hein, on va dire qu'une heure de création de contenu, que ce soit un article, une vidéo ou un podcast, derrière c'est autant de temps, c'est une heure de promotion. La promotion, c'est quoi? C'est partager sur mes réseaux, c'est contacter d'autres personnes par exemple, c'est faire des teasings, c'est tout ça, la préparation des visuels, ça prend du temps en fait. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument pas oublier dès qu'on crée du contenu. Et en fait, tu crées du contenu finalement avec ton livre, hein. C'est un contenu qui est certes physique et qui va avoir un réseau de distribution différent de ce qu'on peut faire sur YouTube ou sur Instagram, mais n'empêche, c'est quand même du contenu. Et donc, il faut absolument pas oublier cette partie promotion qui quelque part qui fait un peu peur parce que on se dit bah voilà, moi je suis pas commerciant, je suis pas commercial, je sais pas me vendre, moi mon job c'est photographe, c'est pas, tu vois, c'est pas vendeur. Ben en fait je pense pas que quand tu commences à attaquer cette partie promotion, tu te sens comme étant un vendeur en fait, hein. Tu te sens comme une personne qui croit à fond à son projet, qui met tous les moyens pour pouvoir atteindre son objectif finalement, je pense. Bah après, ça dépend toujours, c'est toujours une histoire de ce que l'on veut, entre guillemets, hein. Moi, je pars du principe que euh, que les gens, entre guillemets, ils vont acheter, ils vont pas acheter un livre, en fait, ils vont acheter plutôt, on va dire, moi, quand j'achète un produit, j'achète le produit en lui-même, mais j'achète le sens et la démarche de la personne qui est derrière. Donc, moi, je pars de ce principe-là, c'est-à-dire que les gens, ils vont acheter un objet, mais ils vont acheter aussi, on va dire, pour, on va dire, rendre une certaine reconnaissance en la personne. On va dire ça comme ça. Et je sais que les personnes qui prendront ce livre-là auront la même philosophie et la même ligne directrice, on va dire, que moi, par rapport à ça. Donc voilà. Après, c'est sûr, il faut quand même, pour faire assez simple, avoir une âme de commerçant. Mais après, j'ai envie de dire, sur du long terme, vaut mieux être soi-même et puis ne pas avoir vraiment d'âme de commerçant et puis aller sur le terrain. C'est surtout ça la clé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a plein de réseaux différents, mais c'est qu'une toute petite partie. Il faut pas oublier que voilà, faut aller directement sur le terrain et c'est vraiment là qu'on arrive à sensibiliser les gens et faire que les choses marchent, quoi. Ouais, et puis, et si tu crois, tout à l'heure tu parlais de confiance, et ce mot-là il revient, si tu crois en ton projet, si tu as à fond en ton projet, en fait derrière quand tu en fais la promotion, tu n'as pas l'impression de le vendre, parce que pour toi c'est normal de le faire, c'est important de le faire, il y a une mission derrière que tu te donnes, il y a du sens, et c'est toutes ces valeurs qui sont en raccord avec ce que tu penses, avec ce que tu veux faire vivre aux gens. Quand tout ça est aligné finalement, tu te sens pas en mode VRP, et tu l'es pas du tout d'ailleurs, tu es vraiment, tu as un projet, tu fais ce qu'il faut pour le faire connaître, parce que pour toi c'est important que si tu le fais pas, il y aura un manque. Donc voilà, vraiment la confiance est super importante et pour avoir confiance, eh ben, il faut savoir pourquoi on le fait tout simplement. Parlons sous, parlons finance. Donc c'est de l'auto-édition. Ça veut dire que tu vas être alors quelque part obligé de te faire l'avance, hein, donc tu vas payer les tirages, tu vas te payer les 300 exemplaires, ce qui a un coût. Comment tu t'organises pour ça, voilà, comment tu fais pour même si tu sais pertinemment que tu vas pas gagner de l'argent avec parce que le volume est trop faible, n'empêche qu'il faut pas non plus en perdre, tu vois. Comment tu gères cette partie-là? Bah, en fait, c'est assez, enfin, tout est simple dans la vie, ça dépend comment on le voit. Globalement, je pars du principe que voilà, ce livre-là, il va m'apporter énormément d'un point de vue personnel, c'est-à-dire que pour moi, c'est comme un investissement, c'est-à-dire que je vais acheter, je peux bien acheter une formation, je peux bien acheter un outil qui va me permettre de gagner du temps, etc., etc. Moi, ce livre-là, je le prends comme une satisfaction personnelle. Et je sais que ce livre-là va me faire découvrir des personnes, va me faire avancer, va me faire découvrir d'autres choses, va m'ouvrir des opportunités par rapport à ça. Donc, on va dire que je mets tous les moyens en place pour faire en sorte que ce projet-là soit à la hauteur de mes ambitions et par rapport voilà, à moi-même. C'est-à-dire que j'ai une certaine façon de penser, façon de faire et
voilà, je suis assez, on va dire, perfectionniste sur ce que je fais, des fois trop. Mais je mets tout en place pour faire en sorte de ne pas avoir de regrets après et me dire que voilà, si j'ai fait des erreurs sur certaines choses, et ben j'en apprendrai et que je peux pas, j'aurais pas pu mieux faire. Donc donc voilà. Après sur cette partie financement, c'est assez simple. Soit je me dis que je travaille sur du long terme, ou soit je travaille sur du court terme et au lieu de faire un livre, et ben je m'achète un appareil photo à 5 000 – 6 000 euros, quoi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je me dis que je veux faire ce livre maintenant, j'ai du temps maintenant pour m'y consacrer. Il y a la période de Covid qui est, on va dire, parfaite pour faire ce genre de choses. Donc tout était réuni pour que ce projet-là soit comme il l'est actuellement. Et voilà, et c'est surtout pour moi pour tourner une page, on va dire, sur ces 4 années de photos-là et en réouvrir une nouvelle qui sera aussi de la photo animalière. C'est pour moi une bonne chose et comme ça, je vais surtout regarder devant. C'est-à-dire que là, le livre que je vais sortir, toutes les choses que j'ai pu vivre et les émotions que j'ai pu avoir, elles vont rester un petit peu derrière. Et puis maintenant, je vais regarder devant d'ici la fin d'année sur de nouveaux objectifs liés à l'animalier encore une fois, quoi. Et alors, tu vois, moi, j'adore faire des interviews parce que je sais que justement que ça va aider les personnes qui les écouteront derrière. J'ai pas mal de retours sur ça, donc c'est génial. Et j'avoue, de manière très égoïste, que j'aime aussi cet exercice parce que ça me permet d'apprendre des choses. Et là, tu viens de m'ouvrir les yeux finalement sur un truc auquel j'avais pas pensé, déjà parce que j'ai jamais fait de livre aussi sérieusement que toi tu as fait, mais de voir ça, de voir le coût non pas comme un coût justement et comme un investissement, mais au-delà de ça, pas comme un investissement au sens où ben tu mets 100 et ça te rapportera 200, mais vraiment dans le côté apprentissage, formation. Tu as comparé, et je pense que la comparaison elle est hyper judicieuse. Tu as comparé l'investissement financier, et même aussi on peut parler de temps, hein, dans ton livre, à une formation ou à du coaching ou que sais-je encore, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que effectivement que tu prends ça comme une aventure parce que tu vas rencontrer des gens pendant la création, pendant la conception, mais aussi après, et ces rencontres que tu feras dans la promotion, dans les interviews auxquelles tu pourras répondre comme tu fais maintenant, ça va te permettre finalement de progresser toi-même, d'investir en toi, dans ton expérience, dans ta vision de la vie peut-être. Et je trouve que cette vision côté dev perso, elle est très judicieuse et finalement fait passer la notion de coût du côté de l'investissement, mais l'investissement vertueux. Je trouve ça vraiment malin, hyper judicieux, et c'est très j'adore cet état d'esprit, et ouais, c'est excellent. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu le côté impression de la photographie, enfin de ton livre plutôt? Tu vas aller chercher chez qui tu vas faire l'impression? Comment ça va se dérouler au niveau de la logistique, par exemple? Bah, moi, je suis resté quand même sur. Je veux que tout se fasse en Bretagne, c'est-à-dire que d'un point de vue, conception du livre jusqu'à l'impression définitive, j'ai envie vraiment de limiter tous ces coûts logistiques et tous ces surcoûts liés à la logistique. Et comme ça sera vraiment un livre basé sur la partie Bretagne, je suis vraiment axé là-dessus. Donc là, j'ai mon petit réseau déjà en Bretagne sur cette partie-là. Donc après, c'est assez simple. C'est ceux qui sont très réactifs, c'est vers eux que je vais en premier. Par rapport à ça, je regarde pas du tout le prix. C'est-à-dire que moi, je pars sur vraiment une vision de quel est le service le plus réactif et qui correspond à mes valeurs. Par rapport à ça, clairement, si j'ai un devis, pour faire très simple en termes de coût, de 3 000 euros pour l'impression des livres et j'en ai un autre à 4 000 euros, si je me sens mieux avec un qu'avec l'autre, clairement, je vais pas chipoter. C'est peut-être un peu gros, mais je vais pas chipoter pour 1 000 euros, entre guillemets. C'est-à-dire que ce livre-là, je sais que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, quand je vais le regarder, je sais qui aura été mis dans ce projet-là, qui l'aura créé. Et on va dire, on parle juste d'un tout petit livre de format A5, mais pour moi, il aura énormément de valeur. Et on va dire que je le prends comme ça. C'est-à-dire que je le prends vraiment comme voilà, on a tous une vie, enfin dans cette vie-là en tout cas, et elle passe très vite. Et faire les choses, entre guillemets, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que prendre du temps pour se mettre dans un projet, ça n'a strictement aucun coût. C'est-à-dire que personne ne pourra vous donner l'argent suffisant pour vivre ce que vous vivez actuellement.
Donc voilà, c'est un petit peu ce que je me dis et c'est pour ça que je pourrais clairement mettre pour faire 5 10 000 € dans un livre comme ça. C'est pas une question de coût, c'est vraiment une question de euh, vraiment d'envie, d'objectif. Et après, eh ben, j'ai envie de dire, on travaille 100 heures par semaine s'il faut, mais on se met les moyens face à nos objectifs. Est-ce que tu es sûr que tu as bien 26 ans? Parce que sur le niveau de la maturité, je suis assez impressionné en fait. Bon, tu me diras 26 ans, ça fait quand même un moment que tu es adulte et que voilà, mais non, mais je suis sérieux parce que je ne sais pas moi si à 26 ans, je pouvais raisonner comme ça avec beaucoup de recul. Alors voilà, je trouve ce qui est fort dans ton approche, c'est que tu as du recul qui te permet d'avoir une espèce de vision à long terme qui est nécessaire. Et en même temps, tu as beaucoup de persévérance et ce qui te permet, voilà, de savoir où tu vas. Et ça, c'est évidemment aussi super important. Il y a Claude qui demande où est-ce qu'on pourra trouver ton livre. C'est une excellente question. Une fois qu'il sera sorti en octobre, voilà, comment on fera pour se le procurer. On t'en reparlera d'ici là évidemment, mais déjà maintenant, est-ce que tu peux le dire? Ouais, bah déjà, il sera sur mon site internet. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de faire, c'est que chaque livre soit dédicacé pour chaque personne qui l'achète. J'ai pas envie de faire des livres à volonté et les distribuer à droite à gauche. J'estime que chaque personne qui m'achètera le livre mérite d'avoir le livre en lui-même plus deux trois petites choses avec. Donc voilà, je vais faire au maximum pour qu'il soit à 100% sur mon livre, sur mon site internet. Et ensuite, il sera quand même dans quelques boutiques que j'ai pas encore sélectionnées aujourd'hui, mais je vais faire en sorte quand même qu'il soit dans quelques boutiques pour voilà qu'il soit un petit peu visible aussi et surtout dans des boutiques où les personnes me correspondent, quoi. Ok. Est-ce qu'il y a une petite démarche aussi un peu écologique, tu vois, environnementale dans le choix du papier, dans le choix de l'imprimeur, dans le choix des encres? Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi? Oui, déjà le papier, je vais partir sur un papier qui sera recyclable, ça c'est certain. Après aujourd'hui, une encre recyclable, c'est quand même compliqué à trouver parce qu'une encre reste quand même un mélange chimique. Après, on va essayer de se rapprocher de plus en plus à quelque chose pour avoir un aspect environnemental qui est quand même très très au plus proche du neutre. Donc oui, ça c'est une partie qui est à prendre en compte. Donc je vais partir sur du papier recyclé, ça c'est sûr. Et ensuite, voilà, on verra plus en détail, mais on va essayer de se rapprocher de plus en plus. Déjà, j'ai envie de dire, si l'aspect logistique elle est supprimé, on enlève déjà une grosse part de la partie environnementale. Ouais, complètement. On parlait tout à l'heure d'un teasing vidéo qui sort très bientôt. Là, on est donc, allez, 10 avril, on va dire ça comme ça. Où est-ce qu'on pourra la voir, cette vidéo? Sur Instagram, dans un premier temps, ça va être la première. Après, je vais le partager aussi sur Facebook, je pense. Et en plus, il sera sur mon site internet après derrière. Donc voilà. Donc cette bande-annonce, c'est pas moi qui l'a fait. Donc pour faire assez simple, c'est des amis vidéastes, droneurs, qui sont spécialisés dans les vidéos pour les événements, pour les professionnels. Donc du coup, j'ai fait appel à eux le week-end dernier, qui sont venus une journée et demie avec moi en forêt. Et on a tourné ça proprement, au plus, on va dire dans le plus grand respect de la nature. Et puis ensuite, je suis resté plusieurs dizaines d'heures en forêt pour finaliser la vidéo, parce que du coup, on a fait toute la partie scénario qui n'était pas vraiment scénario, parce que finalement, ça a été fait pendant une journée complète. Et ensuite, je me suis occupé de la fin de la vidéo. Donc, si j'avais rien, il n'y avait pas de bande-annonce de fin, quoi. Écoute, voilà, moi j'ai vraiment très très hâte de voir déjà les vidéos et de voir ce livre-là. Je pense que tu as déjà un premier client, c'est moi, parce que voilà, j'aime tes photographies et pour moi c'est frustrant de ne les voir qu'en petit format sur mon téléphone, sur Insta et les voir sur papier. On le sait tous, hein, le papier a ce truc en plus qui est inexplicable, l'odeur, le toucher, voilà, c'est pas pareil. Donc tu as déjà un client, c'est moi, et tu en auras, je le sais, tu le sais aussi, tu en auras beaucoup beaucoup plus. Régis, je vais t'envoyer j'ai le livre en fait en format ordinateur, c'est-à-dire que chez la page de couverture, j'ai tout ça en 3D. Donc je vais te l'envoyer par email si tu veux, comme ça tu pourras avoir le livre, on va dire en format
ordinateur, mais tu l'auras devant tes yeux. Ça, c'est génial. Je te remercie beaucoup. Il y a Cécile qui dit, et je la rejoins complètement, j'aime beaucoup ton approche sur la conception de ton livre. Oui, effectivement, je suis carrément d'accord avec ça. Une approche qui est, je dirais originale, mais qui est très sensée au final, tu vois. C'est pas original, un peu perché ou ouais, non, c'est original et en même temps super sensé et j'ai même envie de dire logique. Voilà. Écoute, je te remercie infiniment, Vincent, d'avoir répondu à mes questions. C'est toujours un vrai plaisir de t'écouter. Je crois que c'est même la 3e fois qu'on se parle, puisque le première fois interview podcast, après on avait fait pendant le premier confinement, j'avais fait une série d'interviews live duo que j'avais appelé, et on se retrouve maintenant. Écoute, on peut d'ores et déjà, je pense, prendre rendez-vous pour la sortie de ton bouquin en octobre. Il faudra être imaginatif de mon côté pour aller te poser d'autres types de questions quand même, pas à chaque fois les mêmes. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup, Régis. Voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, à partager par mail, par Instagram, par SMS, comme vous voulez, si vous pensez que d'autres personnes peuvent aussi profiter de tous les conseils écoutés dans cet épisode.